Ce podcast aborde des sujets difficiles, notamment des violences sexuelles. La prostitution est rarement la première violence qu'on subit. En général, on y est comme préparé à pouvoir supporter cette dose de violence qui est énorme en fait. Je m'appelle Ambre, j'ai 26 ans, je suis en master de philosophie. Mon histoire avec la prostitution, elle a commencé à 14 ans, je dirais, dans une histoire pré-prostitutionnelle en quelque sorte. Puis après, plus tard, avec les sites d'escorte. Après le succès de la saison 1, nous avons été contactés sur les réseaux sociaux de La Vie en Rouge et au Mouvement d'Uni par de nombreuses personnes qui souhaitaient à leur tour enregistrer. Cette saison 2 accueille ainsi de nouvelles personnes, soit venues après avoir écouté le podcast, soit parce qu'elles étaient accompagnées par le Mouvement d'Uni et y ont vu la possibilité de s'exprimer publiquement sur leur histoire. Elles ont conçu et réalisé ces épisodes en choisissant les thématiques qu'elles voulaient aborder, en participant au montage et en s'engageant dans un mouvement collectif. On nous parle souvent du choix. Elles ont choisi, elles aiment ça. Elles savent où elles vont. Nous, survivantes d'inceste, de violences intrafamiliales ou de prostitution, on cherche la dissociation. Nous, les survivantes de la prostitution, on est les dernières oubliées du mouvement MeToo. Moi, j'avais pas l'impression que c'était un métier, c'était un calvaire. Maintenant, j'ai 58 ans. J'avais 45 ans quand j'ai commencé. Alors, comment une banale jeune fille qui a pas spécialement de problème dans sa vie peut se retrouver sur le chemin de la prostitution. Je suis survivante de la rue, je suis survivante de la prostitution. J'avais envie de tout détruire, de casser toute ma vie. Je me retrouvais dans la prostitution de nouveau. On peut pas guérir le viol avec le viol. On a survécu. La Vie en Rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution. Saison 2, épisode 2, le mensonge et le silence. Via le compte Instagram, j'ai écouté les podcasts. Je connaissais le Mouvement d'Uni déjà d'avant. Et partir à la rencontre comme ça de toutes ces femmes qui ont vécu la prostitution, ça a été un bouleversement pour moi. Ça a été quelque chose de très fort. J'attendais chaque épisode avec impatience, même si parfois je le redoutais un peu parce que c'est quand même des choses extrêmement difficiles. Et je sais combien c'est difficile aussi d'en parler, de briser le silence. Ça a été quelque chose de vraiment très important pour moi d'entendre ces témoignages et de voir aussi la portée qu'ils pouvaient avoir, à quel point ils pouvaient résonner avec ma propre histoire. Et c'était vraiment comme une rencontre en fait, rencontrer toutes ces différentes femmes, leur histoire, leur parcours, aussi diversifiés qu'ils soient, on avait quand même des points communs assez forts. Et j'ai été impressionnée en fait par les belles analyses, les discours vraiment intéressants, les idées qui m'ont moi illuminée quoi de ces femmes. Et donc ça m'a donné envie de moi aussi être fière de moi et de faire partie aussi de ces femmes que je trouve extrêmement courageuses et admirables, qui ont témoigné. Donc j'ai contacté l'Instagram de La Vie en Rouge. Ça fait quelques mois que je suis plus du tout dedans. Donc c'est relativement récent quand même sur une vie, même si j'ai 26 ans. C'est important pour moi de parler aussi pour faire cette histoire mienne, et pour me rapprocher aussi paradoxalement de mon histoire et prendre conscience aussi la rendre plus réelle. M'en rapprocher comme pour la distancier, les deux en même temps. Moi, tout a commencé quand j'avais 14 ans, et qu'en fait je suis devenue, pour le dire avec les mots de l'époque, la pute du collège. Ça a été vraiment une année qui a été extrêmement éprouvante et une scission dans mon histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après. Je me suis retrouvée prise dans un espèce de cercle vicieux qui m'a complètement dépassée. Où en fait, les garçons s'échangeaient mon numéro. Mon numéro était, je ne sais pas si c'était vrai ou pas, mais écrit sur les murs de certains quartiers. Voilà, j'ai eu des demandes après de gens qui étaient plus vieux, mais qui avaient entendu parler de moi, etc. En fait, je suis devenue un phénomène de ce collège, vraiment, mais sans moi. J'étais comme pas là, en fait. J'étais comme absente de cette histoire qui s'écrivait sans moi, qui s'écrivait à ma place par d'autres gens, en plus. Et moi, finalement, j'avais très, très peu de pouvoir d'agir ou de dire à ce moment-là. J'étais, je pense, très vulnérable. Alors, je pense que j'avais envie de vivre et d'exister. Mais comme c'est normal à cet âge-là aussi d'avoir envie d'avoir d'expériences amoureuses, etc. Mais moi, voilà, ce que je rêvais, c'était d'une histoire d'amour. J'ai jamais rêvé d'une histoire telle que celle que j'ai vécue. Et ça m'a mis énormément de temps à accepter
que j'avais eu cette adolescence-là, marquée par la violence. Toute cette année-là a été vraiment éprouvante. J'ai subi énormément de viols. Les expériences que j'ai eues à ce moment-là m'ont été complètement imposées. Je n'avais même pas la possibilité de dire non. C'était pas dans les options. Et pendant longtemps après, j'ai énormément eu de mal à dire non, parce que depuis cette époque-là, on me disait « tu dis non, tu es méchante. Tu fais ça avec d'autres et pas avec moi, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la liberté, c'est la sexualité, c'est normal. » Ce discours-là a été extrêmement fort en moi et je l'ai repris à mon compte à ce moment-là. Quand j'avais 14 ans, je disais « oui, je suis une pute. » C'est des choses que vraiment je pouvais dire et assumer, et tout le monde me trouvait folle aussi pour ça. Donc il y avait cette espèce de double discours où les garçons allaient avoir un certain discours devant moi pour obtenir des faveurs sexuelles, et en même temps derrière me dire que j'étais une pute, que j'étais complètement folle, que j'étais complètement déracinée de la réalité. J'avais l'impression de tout faire pour correspondre à ce qu'ils voulaient, parce que c'était ma seule défense à ce moment-là, de faire ce qu'ils voulaient, parce que je sentais que ça allait pas aller si je faisais pas ce qu'ils voulaient. Il y avait une grande différence entre toi tel que tu apparaissais et toi tel que tu te ressentais, du coup. Oui. C'était très paradoxal, et je me sentais vraiment prise dans des mécanismes de mensonges, en fait. On va peut-être en parler encore plus précisément plus tard. Il y avait vraiment ce double discours qui, moi, me troublait beaucoup, en fait. Il y a eu cet épisode où en fait on m'a volé mon téléphone et 4-5 garçons ont fait du chantage en fait en me demandant des relations sexuelles en échange de ce téléphone que j'ai fait. Ensuite ils ont pris ma carte mémoire, ils ont renouvelé le chantage. Ça a été su au niveau du collège, mes parents ont été au courant. Ça a été très douloureux pour moi. À ce moment-là, je comprends pas pourquoi mes parents portent plainte contre ça, alors que tout le reste lettre morte. Tout le monde s'en fout. Moi, les adultes, ils n'existent pas dans ce monde-là. Je me dis, c'est pour le mieux que les adultes n'en sachent rien. À l'époque, c'est comme ça que je pense. Je me dis, il faut absolument qu'ils sachent rien. Que ce soit mes parents, que ce soit les profs, etc. Je le protège beaucoup. Et aujourd'hui, je sais que je protège le silence aussi de mes agresseurs, en fait. Et parce qu'aussi, si tu crois que c'est toi qui serais coupable, c'est vraiment l'inversion et la stratégie de l'agresseur qui fonctionne à fond. Exactement. Le mensonge, il s'établit à plusieurs niveaux. Il s'établit entre soi et soi-même. Souvent, quand on est prostituée, on va s'inventer un double qui va subir les choses à notre place. On va aussi être dans le déni du silence, dans le déni par le silence plutôt. C'est-à-dire que si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Et souvent, on fait ça en cachette de nous-mêmes presque en fait. On se dit que tant qu'on le dit pas ou tant que les gens ne le savent pas, c'est que ça n'existe pas, et donc on vit dans une espèce de distorsion comme ça de la réalité qui est très forte. Donc ça, c'est un premier niveau. Il y a aussi évidemment la relation au client qui est teintée de mensonges à plein de niveaux. Moi, finalement, une des choses que j'ai le plus mal vécues, je crois, c'est aussi le mensonge qu'on nous demande de performer quand on est prostituée, c'est-à-dire de faire semblant d'aimer notre humiliation, de jouir des violences qui nous sont faites. Ça, j'ai trouvé ça vraiment traumatisant et terrible, en fait, parce qu'on nous demande de participer activement à ce qui nous détruit. On se sent complice après de la violence qui s'est exercée contre nous, même si aujourd'hui, avec les clés que j'ai d'analyse, etc., je sais que c'est pas le cas, mais il y a quand même ce truc au moment d'une passe où on sait qu'il y a une espèce de comédie qui est attendue, plus ou moins selon les clients, etc., mais quand même, c'est très fort, ça. Où on nous demande de jouir, de mimer la jouissance. Et ce qui est encore plus retard, c'est que je pense qu'ils savent très bien qu'on n'a pas envie d'être là. Mais ils ont quand même envie qu'on fasse semblant qu'on a envie d'être là. Donc c'est très tordu. Et ça, c'est un des aspects du mensonge dans la prostitution que personnellement j'ai le plus mal vécu. Cette espèce de torsion de soi, là, où à la fin, on se dit, mais bon, peut-être que j'aime ça. Un garçon dont j'ai été très amoureuse et dont je suis tombée sous l'emprise, qui me disait, mais toi, je te respecte dans la vie. Par contre, lui, tu es une vraie salope, tu es une vraie pute, tu es ma pute, etc. Et ça, ce sont des discours qui ont vraiment été ancrés en moi, très fort. J'ai navigué beaucoup dans mon histoire avec la prostitution entre mais qui je suis, en fait ? Qui je suis dans ce mensonge ? Où est-ce que j'existe ? Est-ce que j'existe ? Cet homme,
c'est en fait devenu ton conjoint proxénète à un moment donné. Oui. Donc c'est vraiment dans une stratégie de l'agresseur. Et même le fait de dire qu'il y a des clients dans la prostitution, c'est déjà un mensonge. Oui. Parce que ce sont des agresseurs. Oui, exactement. J'ai aussi trouvé que beaucoup de clients, en fait, leur façon de faire, c'est de comme mettre en sécurité dans un premier temps, c'est-à-dire normaliser déjà ce qui se passe en disant non mais c'est normal, ou alors que je te paye pas, c'est la même chose, on va juste passer un bon moment entre adultes, machin. Il y a une espèce de rationalisation comme ça, de normalisation de la violence, qui fait que en fait, en tant que victime, on s'y raccroche. Enfin, moi, je sais que je m'y suis raccrochée, mais en fait, ça en est parfois d'autant plus insupportable. Parce que la violence, derrière, elle est la même. Ce moment, justement, d'illusion et de mensonge, encore une fois, ça permet de justement exercer encore plus de violence par la suite, parce qu'on va avoir quelqu'un en face qui va être encore plus vulnérable, qui va peut-être avoir un peu confiance, même si la confiance est complètement brisée dans ce cadre-là. Mais voilà, moi, je sais que je m'y raccrochais un peu malgré moi, quoi, parce que dans la situation dans laquelle j'étais, c'était une façon de survivre que de m'accrocher à ce qu'il me disait en me disant bon, ça va peut-être pas être si terrible cette fois, et en fait si, c'était aussi terrible. Finalement, dans ce qu'on dit sur le système prostitueur, on dit que il faut mettre l'accent sur les agents qui sont les agresseurs, donc les clients prostitueurs et les proxénètes. Mais en fait, en t'écoutant, j'entends que c'est la même stratégie un peu. Oui. Le proxénète qui fait semblant d'avoir une relation amoureuse avec toi, il fait la même chose. Donc en fait, c'est une façon de te rendre encore plus vulnérable. Oui, exactement. Ce qui s'est passé pour moi un moment avec ce garçon, c'est que il m'a emmenée dans un appartement où il y avait plusieurs de ses connaissances, je pourrais même pas dire amis, de ses connaissances, et il m'a livré à eux. Je n'aurai jamais les preuves, mais je pense qu'il a reçu de l'argent en échange. Et à partir de là, pour moi, ça a été une deuxième fissure, quoi. Après mes 14 ans, ça, c'était quand j'étais beaucoup plus grande, cette histoire de proxénétisme avec ce garçon. Et en fait, ça a été une deuxième catastrophe pour moi, qui m'a encore détruit encore le peu de confiance en moi que j'avais, et qui m'a menée en fait vers la prostitution sur les sites. Ça a été un tel séisme, parce que quand même ce garçon, il disait qu'il m'aimait bien, il disait que j'étais quelqu'un de bien, il disait qu'il voulait le meilleur pour moi, et en fait tout d'un coup il devenait celui qui me menait vraiment à tout ce à quoi j'avais essayé d'échapper depuis que j'ai 14 ans. Il savait, il était dans mon collège, donc il savait très bien mon histoire. D'ailleurs, il avait déjà eu des comportements un peu de proxénète à l'époque, quand j'avais 14 ans. Ça a été vraiment un cataclysme pour moi, de me rendre compte que, en sachant mon histoire, en sachant ce par quoi j'étais passée, et d'ailleurs quand on en parlait, il était plutôt compatissant, il puisse comme ça me remettre dans une situation d'extrême violence. Ça m'a confortée dans cette espèce d'idée que de toute façon, je ne vaux que ça, que de toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé en thérapie par la suite, mais il n'y a plus rien qui peut m'atteindre. Je suis déjà trop abîmée, je suis déjà cassée. Donc la prostitution, c'est pas quelque chose qui va me faire plus de mal que ça, parce que de toute façon, je suis déjà morte. Voilà, je me sentais morte en fait. I wish I knew how it would feel to be free. Suite à cette histoire de téléphone volé, c'est à moi qu'on a proposé de changer de classe, par exemple. Et je dois dire que dans les mots de la CPE qui m'avait reçue avant de recevoir mes parents, j'ai pas perçu un discours qui soit celui de quelqu'un qui reçoit une victime. Je pense qu'elle avait de la peine pour moi, elle n'était pas accusatrice ou quoi, mais c'était comme si j'étais autant que les garçons responsables de ce qui s'était passé. C'est-à-dire que je m'étais mis dans une sacrée situation quand même. Je sentais que c'était grave, mais je le sentais pas comme si j'étais une victime. Je le sentais comme si j'étais aussi en partie et à leur hauteur responsable de ce qui s'était passé. Et donc, dans mon collège, on m'a proposé à moi de changer de classe et pas à lui. Je pense que ça aurait pu être dans l'ordre des choses, qu'on lui impose d'ailleurs de changer de classe. C'était très particulier parce qu'en plus, mes parents avaient donc porté plainte à ce moment-là, donc je le voyais au commissariat puis en cours de français. Et finalement, j'ai juste un adulte qui me vient comme ça, qui pour moi avait été plutôt un soutien. C'était mon professeur de français. Il nous avait demandé de faire une rédaction sur notre souhait le plus cher, et moi j'avais choisi mourir. Bon, je pense qu'il s'était beaucoup inquiété, il était au courant de la situation.
Il en avait parlé à l'infirmière scolaire et j'avais senti qu'il était très préoccupé. Moi, à ce moment-là, j'étais vraiment dans un autre monde. C'est-à-dire que pour moi, c'était pas grave, tout allait bien. Enfin, je pense que je me mentais énormément, je devais être très dissociée aussi. J'avais pas compris, j'avais même trouvé ça très bizarre. Oui, qu'il soit comme ça, dans une inquiétude pour moi, qui se préoccupe vraiment que j'ai envie de mourir. Ça me semblait complètement fou. Et aujourd'hui, en fait, je lui en suis très reconnaissante. J'ai plutôt l'impression d'adultes, que ce soit au niveau scolaire ou au niveau familial, plutôt défaillants, en fait, à ce moment-là de ma vie, en tout cas. Et malgré eux, parfois aussi. J'ai des parents extrêmement bienveillants et j'ai grandi avec beaucoup d'amour. Mais effectivement, je crois qu'ils ont été fondamentalement désarmés à ce moment-là. Qu'ils n'ont pas vraiment su quoi faire, quoi dire. Je crois que c'est aussi une question de mots, en fait. Comment est-ce qu'on parle à une adolescente qui vit ça, et en plus ils n'étaient pas au courant de tout, loin de là. Je pense qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient et je leur en veux pas. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce que moi je dirais à une jeune femme, à une jeune fille de 14 ans qui vit des violences comme ça? En fait, c'est assez difficile, mais il y a des choses assez évidentes aussi à dire, c'est-à-dire à placer tout de suite le cadre. Tu es une victime, tu n'y es pour rien. Ce sont tes agresseurs. Ce ne sont pas tes potes, ce sont des agresseurs pour toi. Et j'ai l'impression que moi, ça n'a jamais vraiment été dit de façon limpide, quoi. Oui, ils n'avaient pas le droit de te faire ça. Exactement. Oui. Même quand c'est dans un cadre prostitutionnel, que ça soit un échange d'argent ou de services ou d'objets, comme cette histoire de téléphone, quoi. Même quand il y a ça, on n'est pas responsable en tant que victime, quoi. Mais c'est juste qu'on a l'impression de l'être, parce qu'à un moment on dit oui, parce qu'à un moment on y va, parce qu'à un moment on le fait et qu'on a l'impression de participer activement. Mais ça, c'est aussi je pense, une illusion qui est créée aussi par l'agresseur, en fait. Suite à l'année de mes 14 ans, donc mes 14 ans, tragédie pour moi, même si je m'en rends pas compte tout de suite, et c'est important de le dire, en fait. On peut être dans des situations de violence extrême. Et je veux dire, de l'extérieur, on peut avoir l'impression que la personne se maintient. Je ne veux pas dire va bien, parce que c'est peut-être aller trop loin. C'est une adolescente, plus ou moins comme les autres, etc. Une adolescence banale, avec des expériences plus ou moins heureuses avec les garçons. En fait, non, c'est pas ça. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de la violence systémique et de la violence extrême. Moi, je pense que sur le coup, j'étais vraiment très loin de me rendre compte les conséquences énormes que ça allait avoir sur ma vie. J'en mesurais absolument pas la portée. Et donc, j'ai déménagé à la fin de ma 3e. Petit à petit, au lycée, j'ai plus vécu de violence. Et en fait, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai commencé à m'effondrer. Vraiment, ma santé mentale a fait un plongeon magistral vers les enfers. Petit à petit, je pense que je suis rentrée dans une dépression très, très, très sombre. J'ai eu des crises d'angoisse dont je comprenais pas bien au début l'origine. Et j'étais de plus en plus perplexe face à ce que j'avais vécu. Quand je suis arrivée au lycée, j'en parlais à tout le monde. J'avais aucun mal à dire oui, j'ai un passé de pute, et alors ? Plus le temps passait, plus je me suis murée dans le silence. Et c'était devenu impossible pour moi d'en parler. Et même quand mes copines mentionnaient, ne faisaient que mentionner cette année de 3e, j'en tremblais, quoi. Je pouvais même pas continuer la conversation, je m'en allais, et elles avaient remarqué d'ailleurs que c'était devenu un sujet pour moi, mais impossible à évoquer. C'était comme si j'étais morte cette année-là, ou comme si j'avais été marquée au fer rouge de quelque chose qui s'était passé cette année-là et que j'étais incapable de comprendre. En fait, je ne comprenais pas ce que j'avais vécu. J'étais vraiment dans une perplexité et une inquiétude extrême. Qu'est-ce qui m'est arrivé là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Quand j'ai été à la fac, j'ai eu une première grosse descente psychologique. J'ai commencé mon parcours psychiatrique à ce moment-là. Et là, ça fait 6 ou 7 ans que je suis suivie, que j'ai un traitement lourd en plus, parce que j'ai été aussi diagnostiquée avec un trouble de la personnalité borderline. Bon, ça, on sait que c'est aussi intéressant, parce que c'est souvent des jeunes femmes traumatisées à qui on pose ce trouble. Et il est intéressant de noter que, parce que j'ai été hospitalisée aussi plusieurs fois, on ne m'a presque jamais demandé si j'avais vécu des violences. Beaucoup de médecins m'ont prescrit un traitement, m'ont diagnostiqué sans savoir, en fait, que j'avais vécu ce que j'avais vécu à 14 ans, par exemple. Ni après, quand j'ai été dans des relations de violence avec d'autres hommes, sans jamais le savoir. C'est quand même un élément essentiel, quoi, et je trouve ça fou que ça ne soit pas pris en compte. C'est fou, mais il y a encore aussi là le mensonge et le silence, quoi. Exactement, le mensonge et le silence. Vu mes expériences en hôpital psy, etc.,
Je pense que je suis pas la seule à me retrouver comme ça, avec des traitements lourds et dommageables aussi pour le cerveau. Hein. C'est pas des traitements, c'est pas rien, quoi. Les neuroleptiques, les antidépresseurs, tout ça, en plus sur le long terme, c'est vraiment des conséquences fâcheuses, hein, potentiellement pour le cerveau, pour le fonctionnement. Voilà, moi j'ai dû faire mes études en beaucoup plus longtemps que normalement. J'ai fait ma L3 en 2 ans, j'ai fait mon M1 en 2 ans. Tout ça parce qu'en fait, j'ai perdu des capacités de concentration liées au traitement, mais aussi mon état général est mauvais, en fait, était mauvais, surtout avant. Les moments de tristesse intense et les moments de difficulté et d'effondrement psychologique sont extrêmement difficiles à gérer, même avec des traitements et même avec des thérapies, en fait. Il y a un moment où juste tout s'effondre et on doit gérer ça. D'avoir vécu ce qu'on a vécu et se le trimballer tous les jours sur le corps, dans la tête, c'est comme une ombre, en fait. C'est comme quelque chose qui nous suit en permanence et c'est si lourd, en fait. C'est si lourd. Et je regrette que la psychiatrie soit pas plus formée, en fait, à accompagner les victimes, qu'elles soient des victimes de prostitution ou de violence de manière générale, mais j'ai l'impression que l'incompréhension en matière de prostitution, elle est encore plus énorme. Prendre la parole, aujourd'hui, c'est quand même aussi dire stop à tout ça, c'est fondamental, non ? Exactement, Est-ce que tu as envie d'en dire quelques mots de ça ? Bah oui, ça me paraît engageant et émouvant pour moi, en fait. Parce que aussi, je me dis, je me tiens dans ce studio où d'autres femmes l'ont fait et où d'autres femmes le feront. Et j'ai pour elles énormément de compassion et énormément d'amour, même si je les connais pas toutes. Et j'aimerais retrouver cette compassion et cet amour pour moi aussi. Et c'est un exercice qui n'est pas simple, hein, de prendre la parole. Je suis très heureuse de le faire, en fait, et très, très émue. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Nous, Alexine, Amani, Ambre, Amina, Anne, Esther, Favor, Grace, Hope, Lexi, Rosalie, Rosen, Sabine, Valérie et frères de banquise, qui avons connu la prostitution, qui avons pu nous en sortir. Nous avons conçu et réalisé ce podcast pour faire entendre ce qu'est vraiment la prostitution. Si vous aussi vous vivez ou avez vécu de la prostitution, sous quelque forme que ce soit, et vous voulez en parler, vous pouvez nous contacter sur les comptes Instagram et TikTok de La Vie en Rouge. Retrouvez toutes les informations sur les extraits sonores et témoignages évoqués dans la description de l'épisode. Cette saison 2, comme la première, a été entièrement conçue et réalisée par des femmes ayant connu la prostitution, avec le soutien financier, logistique et éditorial du mouvement du Nid. Dans cette saison, vous entendez aussi la voix de Sandrine Goldschmidt, rédactrice en chef de la revue Prostitution et Société, qui dialogue avec les nouvelles personnes enregistrées. Au montage, les conceptrices du podcast ont été également épaulées par Bertrand Boissimon, réalisateur-monteur, et Céline Muller, productrice. Les épisodes ont été enregistrés au studio La Poudre de la Cité Audacieuse. Nous remercions toutes les services civiques qui nous ont facilité le travail. Merci à la Fondation des femmes pour son soutien indéfectible aux femmes victimes de violences. Les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute.